Il y a des messages qu'on relit 3 fois parce qu'on n'y croit pas. Celui-là, je l'ai relu 6 fois. Et à chaque fois, les mots restaient les mêmes. Camille, tu n'as pas besoin de rentrer. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour toi. Pas d'appel, pas d'explication. Juste cette phrase, posée là comme quelque chose de définitif. La neige tombait dehors, lentement, sans bruit, et mon café refroidissait entre mes doigts sans que je m'en rende compte. C'était la semaine de Noël, celle où je me disais chaque année que peut-être, cette fois, ce serait différent. Celle où je faisais l'effort, malgré le travail, malgré tout. Je suis allée sur la discussion de famille presque par réflexe. Les photos arrivaient les unes après les autres. Des bougies au sapin, un verre de champagne en gros plan, la dinde rôtie au centre de la table, bien dorée, bien présentée. Mon frère Théo qui sourit, mon père qui lève son verre, ma mère radieuse en bout de table. Tout le monde tagué. Tout le monde là, sauf moi. J'ai d'abord pensé à une erreur, un mauvais destinataire, un moment d'égarement, et puis j'ai vu la légende sous la dernière photo. Seulement la famille. 4 mots. Ça m'a traversée d'une façon que je n'avais pas anticipée. Ce n'est pas de la colère que j'ai ressentie en premier, c'était autre chose. Un silence creux, lourd, qui s'installe juste derrière le sternum et qui ne bouge plus. Pas le genre de silence qui passe, le genre qui reste. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, les lumières de la ville se reflétaient sur le bitume mouillé. Je les voyais très bien dans ma tête, autour de cette table. Ma mère qui préside, mon père qui découpe la dinde, Théo qui sort une blague idiote et tout le monde qui rit, comme si rien ne s'était jamais passé. Ils se sont sûrement dit que j'étais trop compliquée, trop susceptible, trop Camille. Et peut-être qu'ils avaient un peu raison. Ça fait des années que j'avais arrêté de jouer le rôle. La fille discrète qui arrange tout, qui paye les plats à emporter, qui encaisse les remarques sans rien dire pour que l'ambiance reste légère. J'avais posé ce rôle doucement, sans cérémonie. Je pensais juste que ça ne m'avait pas coûté mon droit d'exister dans cette famille. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. En face, un couple traversait avec des sacs de course. Leur souffle faisait de petits nuages dans le froid. Une odeur de bougie au sapin montait du couloir. Et moi j'étais là, debout dans mon appartement mal isolé, à regarder les autres rentrer chez eux. Ça aurait dû être chaleureux tout ça. La nuit y tombait, cette odeur douce dans le couloir, les gens dehors avec leurs courses. Mais je n'arrivais pas à sortir de cette sensation d'avoir dérivé trop loin. Pas de la famille en général, de l'idée de ce que ça devrait être. J'ai repris mon téléphone. J'ai failli écrire quelque chose, n'importe quoi. Les mots se sont bloqués quelque part, entre la gorge et les doigts. Alors je l'ai dit à voix haute, pour moi, pour le vide autour. Vous avez dit que je n'avais pas ma place là-bas. Très bien. Et puis, plus doucement, comme une promesse qu'on se fait à soi-même et pas aux autres, je vais construire quelque chose que vous n'oublierez jamais. La rue en bas s'est tue une seconde, comme si elle avait entendu. Si tu as déjà été mise à l'écart par ta propre famille, tu connais ce moment précis. Celui où la douleur change de texture. Elle devient froide, nette, le début de quelque chose. Petite, je dessinais des maisons au lieu de dessiner des gens. Les autres enfants remplissaient leurs cahiers de bonshommes en bâton. Moi, c'était des murs, des fenêtres, des escaliers. Je n'y pensais pas vraiment. C'était juste comme ça que mon cerveau fonctionnait. J'aimais la façon dont les choses s'emboîtent, l'ordre silencieux de tout ça. Mes parents ne voyaient pas les choses de cette façon. Pour eux, c'était une phase. Théo, mon petit frère, était le vrai talent de la famille. Il pouvait sécher ses devoirs, charmer ses profs, et on lui parlait quand même de potentiel. Moi, j'étais trop sérieuse pour mon âge. J'avais 15 ans, la nuit où tout a commencé à basculer. J'étais restée tard dans ma chambre à esquisser une serre que je voulais concevoir pour notre jardin. Des murs en verre, de la lumière qui filtrerait à travers le lierre, un petit coin lecture à l'intérieur. Ce n'était pas parfait, mais c'était mien. Le lendemain matin, j'ai posé le dessin sur la table du petit déjeuner, comme si c'était un cadeau. Je pense que je pourrais vraiment construire ça un jour, j'ai dit, fière et tendue en même temps. Mon père a à peine levé les yeux de son journal. Ma mère a eu un petit rire doux. Ma chérie, c'est ambitieux,
mais tu devrais peut-être te concentrer sur quelque chose d'utile. Théo s'est penché, a regardé le dessin 1 seconde et a souri. On dirait un aquarium pour plantes. Ils ont ri ensemble. J'ai fait semblant de sourire aussi. Ce soir-là, j'ai retrouvé le dessin dans la poubelle, sous un tas de marcs de café. C'est là que j'ai appris pour la première fois que le silence pouvait protéger. Après ça, j'ai arrêté de leur montrer ce que je créais. J'ai décroché une bourse pour intégrer une école d'architecture. Quand j'en ai parlé à maman, elle a dit que l'architecture, c'était un monde d'hommes, que j'étais trop sensible pour ça. Mais j'y suis allée quand même. J'ai jonglé avec 3 boulots, dormi sur un canapé-lit dans un appartement mal isolé, survécu au café noir et aux baguettes à prix réduit. Je me disais que peut-être, le jour où ils verraient le diplôme, ils me verraient enfin, moi. Ils ne sont pas venus à la remise des diplômes. Théo avait un voyage d'affaires. Maman a expliqué que papa ne supportait pas les longs trajets à cause de ses genoux. J'ai quand même envoyé des photos de mon premier espace de travail. Un studio d'1 pièce avec une table pliante, 2 écrans et une plante que je n'arrivais pas à garder en vie. Maman a répondu par message. Ça a l'air petit, mais mignon. J'ai appris à ne plus attendre leurs applaudissements. Mais même quand j'essayais de tourner la page, leur voix me suivait. Théo adorait appeler pendant les dîners de famille, en mettant le haut-parleur pour parler de ses projets immobiliers. Maman riait toujours. Elle disait que lui et moi, on était tous les 2 dans les bâtiments, que c'était drôle. Je souriais et je raccrochais, avec cette vieille douleur qui se réinstallait tranquillement. C'est ça le truc quand on est l'invisible de la famille. On finit par construire sa vie en silence, brique après brique, sans faire de bruit. Et un jour, on réalise qu'on a bâti quelque chose de solide pendant qu'eux parlaient encore dans le vide. Il suffit d'une seule insulte, d'une poussée de trop, pour comprendre ce que vaut vraiment ce silence. Ce soir-là, j'étais assise à la longue table en chêne de mes parents, celle qui avait accueilli tous les dîners de fête depuis mon enfance. L'odeur du gigot d'agneau au beurre d'ail flottait dans l'air, ce genre d'odeur qui voulait dire maison autrefois, plus maintenant. Théo dominait la conversation comme toujours. Il parlait de son nouveau projet, un bar de luxe qu'il voulait ouvrir en centre-ville. Tout le monde se penchait vers lui, comme s'il donnait une conférence TED. Maman le regardait comme s'il venait d'inventer l'électricité. Moi, je gardais les yeux sur mon assiette. Je découpais ma viande en petits carrés bien nets. Et là, Théo s'est tourné vers moi. « Tu sais, la construction, tout ça, qu'est-ce que tu penses de mon emplacement, le 8e arrondissement, juste en face de la place de l'Opéra ?» J'ai levé les yeux. « C'est risqué », j'ai dit. « Les loyers sont élevés et après 21 heures, il n'y a plus personne dans la rue. Il te faudrait un concept vraiment solide pour tenir. » Le silence est tombé d'un coup. Puis la voix de maman, souriante mais tranchante. « Camille, tu peux pas t'en empêcher, hein. Ton frère a travaillé dur là-dessus. T'as toujours quelque chose de négatif à dire. » Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin. Je n'étais pas négative, j'essayais juste de... Théo m'a coupée, avec ce sourire qu'il a, ce sourire qui dit tout sans rien dire. Elle comprend pas, maman. Il y a des gens qui vivent dans leur tableau Excel et leurs plans, c'est tout. Quelques cousins ont ri. Un oncle lui a tapé l'épaule. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'essayais juste de... J'ai recommencé. Mais la main de maman s'est levée légèrement, comme pour couper le son. « Ma chérie, si tu peux pas être de bonne humeur ce soir, contente-toi de manger. » Ce ton, poli en surface, mais qui rentre dedans comme une lame froide. La table a repris sans moi. Théo parlait de ses investisseurs, ceux que j'étais à peu près certaine d'avoir inventés dans sa tête. Papa hochait la tête comme si tout ça avait un sens. Ma tante remplissait les verres. Et moi, j'étais là, rapetissée, 15 ans à nouveau, à regarder quelque chose se refermer sur moi encore une fois. Quand je me suis levée, les pieds de la chaise ont raclé fort sur le carrelage. Tout le monde a regardé. J'ai dit que peut-être ils avaient raison. Peut-être que je n'avais pas ma place ici. Théo a eu un petit rire, bas et mauvais. « Ah, t'as enfin compris !» La voix de maman est arrivée calme et glacée. « Camille, si tu te comportes pas en membre de cette famille, alors vaut mieux ne pas revenir la prochaine fois. » Les mots m'ont touchée comme une porte qu'on claque. Je n'ai plus rien dit. J'ai juste marché,
mes talons qui claquaient dans ce couloir que je connaissais par cœur depuis l'enfance. Dans le reflet de la porte vitrée, je les ai vus continuer à parler, à rire, comme si je n'avais jamais existé dans cette pièce. Une fois dans ma voiture, mon téléphone a vibré. Un message de maman. « Ne reviens pas avant d'avoir appris à respecter ton frère. » J'étais là, dans le froid, l'écran qui brillait dans mes mains, mon souffle qui embuait le pare-brise. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est éteint en moi. Cette chaleur que j'avais portée toute ma vie pour cette famille. Et à la place, quelque chose d'autre a commencé à prendre forme. Plus froid, plus tranchant, silencieux, mais solide. Les premiers jours après ce dîner, je n'ai parlé à personne. Ni à mes parents, ni à Théo, ni même à Inès, mon associée, celle qui sait lire dans mes silences mieux que quiconque. Je faisais mon travail en pilote automatique. Des réunions clients, des appels de chantier, des visites de terrain. Mais à l'intérieur, tout était comme étouffé. Comme si je marchais sous l'eau et que les sons n'arrivaient plus vraiment jusqu'à moi. Et puis un matin, j'ai reçu un mail. Un groupe immobilier mettait en vente une parcelle d'angle en plein centre-ville. Un terrain large, avec des murs en briques encore debout. Reste d'un restaurant qui n'avait jamais vraiment existé. Mais c'est l'adresse qui m'a figée nette. C'était exactement le bloc dont Théo avait parlé ce soir-là, dans le 8e arrondissement, en face de la place de l'Opéra. L'emplacement qu'il avait appelé son spot, avec ce sourire suffisant que je n'oublierai pas. J'ai fixé l'écran sans bouger. Inès a passé la tête par la porte de mon bureau et elle m'a regardé comme si j'avais vu un fantôme. Je lui ai tourné le moniteur vers elle. Elle s'est souvenue du terrain que Théo voulait pour son bar. Je lui ai dit que c'était disponible. Elle a levé un sourcil et m'a demandé si je pensais à l'acheter. Je n'ai pas répondu. J'ai imprimé l'annonce, je l'ai pliée soigneusement et glissée dans mon carnet. Ce soir-là, pendant que la ville fermait ses volets, je suis allée là-bas. La rue était à moitié vide, des enseignes au néon qui clignotaient de l'autre côté. J'ai garé la voiture et j'ai fait le tour du terrain à pied, mes bottes crissant sur le gravier, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau. L'air sentait la pluie froide et le vieux métal rouillé. J'ai levé les yeux vers les poutres apparentes, les fenêtres cassées, le contour fantôme d'une ancienne enseigne. Et j'ai vu ce que ça pouvait devenir. Des murs de verre, des jardins suspendus, une cour baignée de lumière. Un endroit qui n'aurait besoin de la permission de personne. Avant la fin de la semaine, l'offre était déposée. Le mois suivant, c'était à moi. Les travaux ont démarré lentement, puis tout s'est emballé d'un coup. Des matins qui commençaient avant l'aube, l'odeur du métal chauffé, les étincelles des soudeurs qui zébraient l'air froid. Je révisais les plans au lever du soleil, avec un café que je finissais toujours tiède et amer. Inès me rejoignait avec 2 tasses, les cheveux relevés à la va-vite, le sourire épuisé mais sincère. Elle m'a dit un matin, en regardant les premiers panneaux de verre s'élever, que je construisais mes fantômes. Peut-être qu'elle avait raison. Chaque ligne tracée, chaque dalle coulée, c'était comme réécrire un souvenir qui faisait encore mal. Effacer en bâtissant. Une année entière s'est passée comme ça. Le travail, le chantier, les ajustements. Pas d'appel en famille, pas de message. Juste le bruit régulier de quelque chose qui prend forme. Et puis un matin, c'était fini. Je me suis retrouvée seule dans l'atrium à l'aube, la lumière du soleil traversant la verrière, l'air frais et net résonnant sur le marbre. Mon reflet dans le sol poli me regardait. Plus âgé, plus posé, enfin entier. On l'a appelé l'atrium renard. Ce n'était pas de la rancœur, c'était une déclaration. Mon nom, mon travail, debout sur le panorama de la ville. Une semaine avant l'inauguration, Inès m'a tendu un article de journal. Elle m'a dit de regarder. Il parlait du nouveau repère architectural de la ville. J'ai souri. Un vrai sourire, pas celui que je mettais pour les réunions. Le soir de l'ouverture ressemblait à une frontière. L'atrium brillait sous une lumière ambrée douce, chaque surface renvoyait des reflets. Un groupe jouait du jazz près du bar et les rires des invités se mêlaient au tintement des verres. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une arrivée. Des clients, des amis, des investisseurs. Je serrais des mains, j'acceptais des félicitations qui me semblaient presque irréelles. Inès traversait la foule dans sa robe en soie verte, gérant tout avec cette discrétion qui lui était naturelle. En me tendant une coupe de champagne, elle m'a murmuré que j'avais réussi.
J'ai voulu répondre. Mais alors j'ai entendu une voix, trop forte, trop familière. Théo. Je me suis retournée vers l'entrée, et il était là. Il était là, Théo, avec ce sourire qui avait toujours occupé trop de place dans une pièce, et derrière lui, ma mère, son sac serré contre elle comme une armure. Mon père fermait la marche, les yeux baissés, fidèle à lui-même jusqu'au bout. Une seconde, j'ai cru que j'inventais tout ça. Puis son rire a résonné sur le marbre, ce même rire qui écrasait les dîners de famille. Inès s'est penchée vers moi. Les nouvelles vont vite. Il n'était pas sur la liste. Je le savais mieux que personne, chaque nom était passé entre mes mains. À l'accueil, l'hôtesse souriait avec une politesse tendue. Elle lui expliquait qu'il n'y avait aucune réservation au nom de Renard. Théo a froncé les sourcils, la voix montant d'un cran. Il a dit de vérifier encore, que c'était le nom sur le bâtiment. Françoise s'est avancée, déjà agacée. Elle s'est présentée comme Madame Renard, a dit que c'était un événement familial privé. L'hôtesse a cherché mon regard, j'ai posé ma coupe. Et j'ai traversé la salle, mes talons marquant chaque pas sur le sol. Les conversations se sont éteintes doucement, comme une radio qu'on baisse. J'ai dit bonsoir, simplement. Ma mère s'est retournée. Une seconde d'hésitation. Elle ne m'a pas reconnue tout de suite. Les cheveux relevés, la veste blanche, les yeux droits dans les siens. Puis sa bouche s'est durcie. Camille. Théo a souri, avec ce détachement calculé. Alors c'est ton projet ? Mignon ? Je t'imaginais sur quelque chose de plus modeste ? Je lui ai rendu son sourire. C'était modeste, maintenant ça tient debout. Il a balayé la salle du regard, jouant l'indifférence, mais quelque chose dans ses yeux ne suivait pas. Il a dit qu'on méritait une table, qu'on était de la famille quand même. J'ai fait un léger signe à l'hôtesse. Le salon public, au rez-de-chaussée. Sans réservation, c'est ouvert à tous. Théo a cligné des yeux. Quoi ? Ma mère a durci le ton. Nous sommes ta famille, Camille. Je n'ai pas détourné le regard. Tu m'avais dit de ne pas revenir. J'ai tenu parole. Le silence s'est installé. Le piano continuait en fond. Les gens faisaient semblant de ne pas regarder. La mâchoire de Théo s'est crispée. Il a dit que je me croyais supérieure à eux. Je me suis approchée, assez près pour voir mon reflet dans ses yeux. Non, j'ai répondu doucement. Ça ne me rend pas meilleure, ça me rend libre. Puis je me suis tournée vers l'hôtesse. S'il vous plaît, assurez-vous qu'ils règlent leur consommation. J'ai dit ça à l'hôtesse sans même élever la voix. Les visages de ma famille se sont figés d'un coup. Choc, honte, incrédulité, tout mélangé. Je suis partie avant qu'ils puissent répondre, le bruit de mes talons absorbé par la musique. Inès m'a rejoint au milieu de la salle. Elle a murmuré qu'ils étaient venus sans invitation. Exactement, j'ai dit, comme toujours. Plus tard dans la soirée, la foule s'est clairsemée. La musique s'est adoucie, elle flottait dans les couloirs en marbre comme un secret qu'on garde pour soi. Je me suis éclipsée vers la terrasse du haut, mes talons dans une main, une coupe de champagne dans l'autre. De là-haut, la ville entière s'étalait sous mes pieds, les lumières clignotaient comme de petits battements de cœur. En bas, à travers le toit en verre, j'apercevais Théo et mes parents encore au bar. Assis raides, sourire forcé, à faire semblant que rien ne s'était passé. Ils ne savaient pas que je les regardais. Je suis restée là un long moment, à respirer l'air froid de la nuit. Ça sentait la pluie, le métal et autre chose. La liberté peut-être. Mon téléphone a vibré. Un message d'Inès. Elle demandait si j'allais bien, s'ils étaient toujours en bas. J'ai répondu de les laisser, qu'ils allaient s'en sortir. Je me suis appuyée sur la rambarde, glissant le doigt sur le verre froid. Les reflets se superposaient, moi, la ville, et ce bâtiment que j'avais construit à partir de chaque blessure qu'ils m'avaient laissée. Il y a un an, je me tenais devant leur porte, trop terrifiée pour frapper. Maintenant, c'était eux qui attendaient devant la mienne, à espérer qu'on les laisse entrer. Étrange comme les choses se retournent. J'ai pensé à appeler ma mère, trouver les mots doux, ceux qui font comprendre, sans blesser. Et puis je me suis souvenue de son message. Elle avait écrit que certains endroits n'étaient pas faits pour moi. Elle avait peut-être raison. Peut-être que cette maison-là n'était pas faite pour moi. La porte automatique derrière moi a glissé. Inès est sortie, son manteau sur le bras. Elle a dit doucement qu'il partait. J'ai hoché la tête. Bien. Elle m'a tendu une nouvelle coupe, avec ce sourire petit mais sincère qu'elle a.
Elle a demandé ce qu'il y avait maintenant. J'ai regardé en bas, les lettres lumineuses au-dessus de l'entrée. L'Atrium Renard. Mon nom, mon travail, ma paix. J'ai dit quelque chose comme ça, que j'avais arrêté de construire des choses pour être invitée à y entrer. Désormais, je construis pour que ça tienne tout seul, sans personne pour valider. Inès a fait teinter sa coupe contre la mienne. À ça, elle a soufflé. Et on est resté là 1 seconde, 2 silhouettes face aux lumières de la ville. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un message court. Quelqu'un écrivait que mon endroit était magnifique, qu'elle ne savait pas. C'était maman. J'ai souri. Pas un grand sourire, juste celui qui vient sans qu'on lui demande. J'ai posé le téléphone face contre la rambarde et je l'ai laissé là pour la nuit. Parce que certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Elles ont juste besoin d'être reçues. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette soirée, je me demande si elle a compris ce soir-là ce que ça m'avait coûté, ou si elle s'en fiche. Et puis je réalise que la réponse ne change rien. Si toi aussi tu as dû construire ta propre place, parce que celle d'où tu viens ne pouvait pas te contenir, je veux l'entendre. Écris-le en commentaire. Et reste là, la suite vaut le détour.